La vie de ma mère, c'est simple, mais rassurez-vous, je raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ouais, mais elle est politique, mais j'étais journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le divan aujourd'hui. Ouais. Marine Miller, bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée éducation au Monde et vous venez de publier La Révolte, enquête sur les jeunes élites face aux défis climatiques aux éditions du Seuil. On peut lire les bonnes feuilles de votre livre dans un article de Marine Miller sur le site du Monde qui introduit les extraits du livre avec cette phrase sur les étudiants. À des degrés divers, ils se révoltent et refusent de servir le capitalisme destructeur de la planète. Déjà bravo pour le jeu de mots sur des degrés divers puisqu'il est question de dérèglement climatique dans votre livre. Vous y écrivez que d'après certains élèves, les mathématiques permettraient de masquer la dimension politique et économique des énoncés et en 2016, vous avez interviewé Bruno Le Maire, normalien, énarque et alors candidat à la primaire de Les Républicains, en appuyant particulièrement le concrètement dans une question que vous lui adressiez. D'ailleurs, vous avez également interviewé Jean-Marc Jancovici qui déplore que les politiciens comme Bruno Le Maire sont parfois trop techno-optimistes et croient en la croissance verte. Alors Marine Miller, étant moi-même un ingénieur ayant détesté les maths et reconverti aujourd'hui dans l'humour écolo, est-ce que vous pourriez m'aider à résoudre le problème suivant ? Sachant que le budget annuel de l'ENA est de 40,8 millions d'euros et que votre livre coûte 19 € TTC, combien faudrait-il supprimer d'ENA pour offrir un peu plus de 2,1 millions d'exemplaires de La Révolte à ma mère pour Noël ? Allez, j'arrête avec les jeux de mots sur les prénoms et les noms de famille, je vous laisse plancher concrètement sur mon problème. Vous avez 1000 heures, Marine ? Voilà, c'est la présentation de Mathieu. Ce qui est le plus intéressant dans ce que dit Mathieu avec humour, c'est son propre parcours. Il était ingénieur, il est maintenant vidéaste, il fait même des stand-up dans des cabarets. Il fait partie de cette génération que vous avez suivie, que vous suivez depuis 2018, qui a décidé de changer de vie, pas simplement pour le plaisir de changer de vie, mais parce que cette génération a le sentiment de contribuer à un monde qui sera invivable pour nos enfants. Qu'est-ce qui vous a conduite à vous intéresser ? D'abord, vous êtes de la même génération, vous avez 36 ans, je crois. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ces transfuges, à ces réfusniques, d'une certaine manière ? Oui, alors moi, je travaille sur les questions de jeunesse au journal Le Monde depuis 2016. Donc, j'avais déjà, dès 2016, vous l'avez rappelé en introduction, travaillé sur la question des gens qui se reconvertissaient dans les métiers de l'artisanat et de l'agriculture. Et à l'époque, les profils m'avaient intéressée. C'était que des gens qui avaient des bac+5, qui avaient fait des grandes écoles et qui avaient quelques années de vie professionnelle dans le monde de l'entreprise. Et à l'époque, on avait un anthropologue qui s'appelle David Graeber, qui est décédé il y a 1 an, qui avait écrit un livre qui s'appelait Les Bullshit Jobs. Et ça m'avait énormément inspirée pour comprendre ces trajectoires. Dans les médias, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir les suivre individuellement parce que c'est toujours un petit peu spectaculaire. Quelqu'un qui a fait des études et qui décide de renoncer à la vie un peu confortable que ses études lui préparaient. Et du coup, j'avais commencé à travailler comme ça dès 2016 sur cette question-là. Et puis en 2018, il y a quelque chose de nouveau. Il y a l'urgence écologique. C'est une année qui est une année de bascule. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'analyse. Il y a plusieurs choses cette année-là. Déjà, en termes de climat, c'est une année record. C'est une année qui bat tous les records. En France, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 100 ans. Il y a des canicules, il y a des inondations, il y a des incendies, il y a des images un peu spectaculaires. Et les Français ressentent cette fois-ci le réchauffement climatique quasiment dans leur chair. En parallèle de tous ces événements climatiques, il y a aussi des événements politiques. À la fin du mois d'août, sur France Inter, Nicolas Hulot, ministre de la Transition, décide de démissionner. Et contre la politique des petits pas. Voilà, contre la politique des petits pas. Et il fait un peu l'aveu de son impuissance au gouvernement. Et à l'époque, on sort d'une séquence où le lobby de la chasse a un peu gagné un arbitrage. Et il démissionne à la suite de cette séquence-là. Au même moment, en Suède, une jeune fille de 15 ans se poste tous les vendredis devant le Parlement suédois pour faire une grève pour le climat. Quelques semaines plus tard, un texte qui s'appelle « Manifeste pour un réveil écologique » est publié sur Internet et reçoit des milliers de signatures. Quelques semaines plus tard, une vidéo entre dans ma bulle informationnelle à moi de journaliste du Monde, spécialiste des questions d'éducation, d'un jeune garçon diplômé de Centrale Nantes qui fait un discours de cérémonie
de remise des diplômes et qui dit en substance je ne souhaite pas devenir ingénieur car je ne veux pas contribuer à aggraver la crise écologique. Alors ce jeune homme, il s'appelle Clément Chouane. Il est un personnage que l'on retrouve à différents chapitres de votre livre. Il est le symbole, d'une certaine manière, aujourd'hui, de cette génération qui ne veut pas poursuivre dans des métiers qui contribuent à notre effondrement. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est Clément Chouane, c'est le symbole, l'incarnation même de cette génération qui se révolte, en fait, qui ne veut pas être ce qu'on lui demande d'être, c'est-à-dire un rouage du système capitaliste de surconsommation. Ça, c'est vraiment ses mots à lui. Et c'est quelqu'un qui ose dire ça dans un moment qui est très particulier, qui est une cérémonie de remise des diplômes. C'est un moment un peu formel, un peu convenu. Il y a les familles, il y a les directeurs d'école, il y a les entreprises partenaires. Donc, c'est clairement pas un moment approprié pour faire ce genre de déclaration un peu politique. Et c'est quelqu'un qui prend la lumière, qui prend la parole pour dire ce genre de choses. Et effectivement, comme vous l'avez bien dit, c'est le fil rouge de mon récit. Parce que moi, je l'ai rencontré donc la première fois dans cette vidéo YouTube. Et après, j'ai été le voir à Budapest, en Hongrie. On en parlera peut-être plus tard, sur les questions de décroissance. Je l'ai revu ensuite à Nantes et je l'ai revu tout au long en fait, de ces 3 dernières années. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. Est-ce que l'on peut qualifier Clément Chouane de déclassé volontaire ? Non. Clément Chouane, c'est l'inverse. C'est un transclasse, comme moi d'ailleurs. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu plutôt populaire. C'est le premier de sa famille à avoir le bac. C'est le premier à faire des études supérieures. Donc il porte aussi, en quelque sorte, une sorte de mandat social, mandat psychologique. Ses parents le voient faire des classes prépa, le voient entrer à Centrale Nantes. Ils sont plutôt ouvriers, les parents de Clément, et ils espèrent pour leur fils un avenir brillant, où il sera dans un travail bien payé, bien rémunéré, visible. Et donc, Clément, il fait un choix qui est très courageux, parce qu'il renonce à cette ascension sociale-là. Donc, c'est plutôt un transclasse qui renonce. Les déclassés volontaires, ce sont plutôt les autres personnages de mon livre. Ce sont des enfants de la bourgeoisie, des enfants de CSP+, qui ont tout pour réussir, qui ont tous les codes, tous les capitaux, comme disait Bourdieu, et qui, eux, décident, au contraire, de renoncer à tout ça pour avoir un métier qui a du sens. Alors, revenons à cette catégorie, même si le mot ne convient pas très bien, des transclasses. Vous dites, moi-même, je suis une transclasse. Oui. Expliquez-nous. Eh bien, moi, je suis la première de ma famille à avoir le bac et à avoir fait des études. Voilà. Un bac général, littéraire, et ensuite, j'ai fait un bac +5. Donc, je suis la première de ma famille à avoir fait des études. Et comment vous avez vécu ce changement de classe ou cette évolution ? C'est toujours très dur. C'est toujours très dur parce que c'est Fabien Truon qui dit ça, c'est un sociologue qui a beaucoup suivi les jeunes des quartiers de Seine-Saint-Denis et qui dit quand en fait on change de classe sociale, on est comme sur un cheval à bascule, on est toujours entre deux mondes. Et donc c'est vrai que moi j'étais entre le monde de ma famille qui n'avait pas fait d'études, mais qui était quand même, c'était des gens quand même très intéressés par l'actualité, très cultivés, qui lisaient beaucoup. On avait aussi une culture politique dans la famille. Et donc mon milieu universitaire, puis dans les écoles de journalisme, où tout à coup on est face à des nouveaux enjeux, on prend un peu plus la lumière, etc. Et c'est des choses auxquelles on n'avait pas accès. Donc on est sans cesse en fait sur ce cheval à bascule, en train d'aller dans un milieu, de revenir dans l'autre, sans véritablement rompre. Moi, j'ai jamais rompu avec ma famille, comme par exemple Didier Ribon ou Édouard Louis, qui sont des gens transclasses, transfuges, qui rompent avec leurs milieux sociaux. Moi, c'était vraiment plus un cheval à bascule. La vie de ma mère. La vie de ma mère, c'est une série de podcasts consacrés à l'écologie et plus exactement à la pensée des écologistes. Nous les faisons, ces podcasts, avec des philosophes, des experts, des sociologues, des activistes qui nous apportent leur point de vue sur la société, leur point de vue sur le monde et qui nous aident à mieux le comprendre et à mieux préparer l'avenir. Ma vocation, celle de ma génération d'écologistes, c'est la transmission. C'est le passer le témoin à ceux qui aujourd'hui ont pris conscience de l'urgence et qui savent qu'il n'y a plus de temps à perdre. Nous avons besoin de vous parce que nous avons décidé d'être, farouchement indépendants. Les seuls qui peuvent nous aider à poursuivre ce chemin que nous avons entamé, c'est vous, en entrant dans notre communauté de la vie de ma mère. Il vous suffit d'aller sur Tipeee. C'est une nécessité politique et philosophique. Et vous avez consacré tout un reportage à Nesrine Slaoui, qui est une journaliste de 27 ans, dans le cadre
d'une étude qui s'appelle Illégitime. Et ce qui est très intéressant, elle dit « J'ai compris que j'appartenais à la classe dominée quand j'ai mis un pied dans la classe dominante ». C'est un petit peu ce que vous êtes en train de nous raconter. Oui, Nesrine Slaoui, c'est une jeune journaliste de Sciences Po, qui a fait ses études à Sciences Po, qui vient de Apt, une petite ville dans le Vaucluse, et qui raconte en fait que la première fois où elle met un pied en fait en classe préparatoire et à Sciences Po ensuite, elle se rend compte de sa différence sociale, parce qu'elle ne parle pas comme eux, elle n'a pas les mêmes références culturelles qu'eux, elle ne mange pas comme eux, elle ne s'habille pas comme eux. Elle est quasiment seule en fait à être une enfant des classes populaires dans sa nouvelle formation supérieure. Et ensuite, ça s'aggrave quand elle arrive à Sciences Po Paris, où là, vraiment, elle se retrouve avec, socialement, on connaît bien les origines sociales des étudiants de Sciences Po Paris, des gens qui sont vraiment issus de la grande bourgeoisie, en particulier la grande bourgeoisie parisienne. Et donc, elle se sent différente. Et est-ce que vous avez vécu les mêmes émotions que cette jeune femme? Non, parce que moi, j'ai pas fait des grandes écoles. Ou les mêmes sentiments, ce même sentiment de se dire « je ne suis pas tout à fait à ma place ». Non, en fait, je vais répondre très sincèrement non. J'aimerais bien, mais non, j'ai pas vécu ça parce que j'ai pas été dans les grandes écoles. Moi, j'étais à l'université. J'ai fait une licence de lettres à la Sorbonne et ensuite j'ai fait une école de journalisme. Et la culture en école de journalisme, c'est pas tout à fait la même quand même que dans les grandes écoles. On est moins sur ces questions, même si évidemment ces enjeux-là existent et on voit bien aujourd'hui le profil sociologique des journalistes. On a beaucoup de problèmes à avoir des gens qui sont issus des classes populaires ou de la diversité, mais j'ai jamais ressenti ça. C'est la question à qui dois-je détrôner? Et donc, est-ce que vous considérez que votre origine, c'est une richesse finalement? Oui. Que ça vous a beaucoup apporté dans votre parcours? Oui. Et puis en plus, moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était anglais. Donc j'ai grandi un peu dans une double culture aussi. J'avais une partie de ma famille qui habite en Angleterre, une partie de ma famille donc, qui est française, du côté de ma mère, auvergnate normande, donc avec un attachement assez profond aussi à ces régions-là, surtout à l'Auvergne où j'allais en vacances quand j'étais petite. Et effectivement, c'est une richesse. Et une fois qu'on l'a compris, on se sent beaucoup mieux dans sa peau. Donc vous étiez très équipé en fait pour aborder cette série de reportages que vous avez intitulée La Révolte et pour l'exercer dans le journal Le Monde. Il n'y a pas beaucoup de transclasses dans ces lieux qu'on appelle des écolieux ou des lieux alternatifs. Il y en a beaucoup ou pas? Il y a plus de... on va y venir. Il y a plus de bourgeois qui quittent leur milieu que de transclasses comme vous, non? Oui, tout à fait. Oui, j'étais bien équipée. Quand je suis arrivée au journal Le Monde, je me suis remise à niveau en sociologie. J'ai lu beaucoup de sociologie. Quand on est journaliste de l'éducation, on a aussi ce passage un peu obligé pour comprendre un peu les dynamiques sociales qui sont à l'œuvre, d'abord à l'école et ensuite dans l'enseignement supérieur. Donc j'avais lu beaucoup de sociologues. Beaucoup de sociologues m'ont inspirée. Ils sont très présents d'ailleurs dans le livre. Et effectivement, j'ai abordé cette enquête en sachant un petit peu là où je mettais les pieds. Donc, je connaissais leur profil sociologique. D'ailleurs, c'est le chapitre 2 de mon livre. C'est vraiment, j'essaye de faire un chapitre un peu théorique pour rappeler qui sont ces jeunes-là, qui est cette fraction de la jeunesse. C'est très, très particulier. Alors, il faut le dire. Voilà, donc, ce sont des gens qui passent par les classes préparatoires. Ils sont à peu près 85 000 chaque année. Ils sont sélectionnés, ils vont dans les grandes écoles et ils sont en majorité des enfants de CSP+. Je vais prendre un exemple que j'ai en tête. On le répète en permanence, vous êtes l'élite de la nation. Exactement. Tout au long de leurs brillantes études, on leur répète sans cesse, vous êtes l'élite de la nation. Qu'ils soient à HEC, à Polytechnique, à Sciences Po Paris, à Normal Sup, on leur répète ça. En classe préparatoire, je me souviens d'une interview avec quelqu'un qui était au lycée Louis-le-Grand. Dès la première année de classe prépa, on leur dit « vous êtes l'élite de la nation, vous avez une responsabilité ». Alors, bourre le crâne. Exactement. Et donc oui, j'étais bien préparée à les rencontrer. Juste pour revenir sur ce que je voulais dire, c'est des gens... Oui, définissez-nous leur profil à chacun. Leur profil. Enfin, le profil type, disons, que vous avez pu déterminer avec le très beau panel que vous avez maintenant. Avec l'appui des sociologues, avec l'aide des sociologues. L'étudiant en école d'ingénieur, c'est quelqu'un qui vient d'une famille de cadres. Soit ses parents sont profs, soit ils sont eux-mêmes ingénieurs, qui est un très bon élève, qui a souvent un an d'avance et qui est souvent un garçon.
Voilà, donc ça, c'est le profil type de l'étudiant en école d'ingénieur. Dans les écoles de commerce, c'est un peu plus équilibré en termes de genre, il y a un peu plus de filles, mais c'est à peu près la même sociologie, c'est plutôt des enfants de CSP+. Là, j'ai un chiffre en tête qui me vient comme ça, parce que je le connais un peu par cœur maintenant. L'école polytechnique, qui est vraiment le fleuron de nos écoles d'ingénieurs en France, qui est l'école la plus sélective, les enfants de cadre sont 50 fois plus nombreux que les enfants d'ouvriers. Voilà, donc ça dit... Des chiffres qui parlent tout seuls. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, vous parlez beaucoup de Polytechnique dans vos reportages, parce que beaucoup de ces réfusniks, d'une certaine manière, appelons-les comme ça, viennent de Polytechnique. On a l'impression que cette école de l'élite, c'est elle aussi qui produit le plus de jeunes gens et de jeunes femmes qui disent non, on ne veut plus continuer. Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est une impression qui ne s'appuie pas sur des choses documentées. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de chiffres aujourd'hui pour vous dire les diplômés de Polytechnique vont être le plus en rupture. Je ne peux pas affirmer quelque chose comme ça. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré un certain nombre de ces élèves-là qui se posent énormément de questions. Ça ne veut pas dire que tous vont être en rupture et vont être des déserteurs. Ça veut dire qu'ils se posent des questions sur leur rôle et sur leurs responsabilités. Justement, comme on leur a bourré le crâne toute leur scolarité en leur disant « vous êtes l'élite de la nation », ils savent qu'il y a une urgence écologique, une crise très grave, et ils veulent la résoudre. Ils veulent aider à la résoudre. Et ils comprennent bien aujourd'hui que les entreprises, les grands groupes pour lesquels ils sont formés, parce que la majorité des élèves de Polytechnique aujourd'hui vont s'insérer dans les entreprises, ne sont pas nécessairement le bon échelon. Donc ils se posent des questions, en tout cas. Et parmi ceux que vous avez rencontrés, il y en a sans doute, il y a ceux qui ont franchi le pas, c'est ceux que l'on voit dans votre livre, puis il y a ceux qui ont essayé, puis qui n'ont pas eu le courage de le faire. Vous en avez rencontré aussi des comme ça. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce qu'il y en a... Alors, je ne dirais pas que c'est une question de courage. On reviendra peut-être après là-dessus. Il y en a beaucoup qui essayent de changer les entreprises de l'intérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose, dans mon enquête, qui est ressorti très tôt. Dès l'année 2019, une partie de cette jeunesse-là a envie de changer les choses, a envie d'arriver dans ces entreprises et de dire au comité exécutif on n'a plus le temps, il faut prendre des décisions radicales et nous, on veut en être. Donc ça, c'est une partie de cette fraction. Et puis, l'autre partie de cette fraction a, elle, au contraire, renoncé en fait, à changer les choses de l'intérieur parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le temps. Et que pour changer les choses de l'intérieur, il faut avoir un peu de pouvoir. Et quand on sort d'une école, on n'a pas du pouvoir tout de suite. Il faut attendre quelques années, 5, 6, 7, 10 ans. Et c'est une génération aujourd'hui qui est impatiente, qui sait que la crise est tellement grave qu'on ne peut pas se permettre d'attendre. Alors, ce que vous montrez d'ailleurs dans votre récit, c'est que les tentatives de changer de l'intérieur, elles sont effectivement le plus souvent vouées à l'échec. Je repère cette expression qui est utilisée par les étudiants, hypocrisie totale. Comment les grandes écoles se marient d'une certaine manière contre nature avec des grandes entreprises et même y compris une majeure du pétrole et des énergies fossiles. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'école polytechnique parce que pour moi, c'était vraiment très symbolique que cette école-là, les élèves de cette école-là se révoltent contre l'arrivée du géant pétrolier Total, comme vous venez de le dire. En fait, pour moi, cet épisode-là, il est très révélateur de cette génération. Il y a 10 ans, il n'y aurait pas eu de sujet. Total serait venu, ils auraient construit leur centre à 100 mètres de l'école, il n'y aurait eu aucun problème. Aujourd'hui, on a une génération de jeunes qui se disent « Qu'est-ce que vient faire cette entreprise sur le campus de mon école ? Quelle image ça donne ? Quel rôle ils vont jouer auprès de nous ? Qu'est-ce qu'ils nous veulent à nous ? Et quelle va être notre indépendance vis-à-vis de cette entreprise qui va s'installer ? Quels vont être les liens en fait, entre notre formation et eux ? Et la plupart ont très rapidement compris, c'est des gens très bien formés, qu'il y avait évidemment un enjeu de la part de cette entreprise de venir s'implanter. Et c'est cette question du soft power qui a été rapidement pensée par les étudiants. Et c'est comme ça qu'ils ont fomenté, entre guillemets, leur petite révolte. Ils ne savaient pas très bien le faire parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Ce n'est pas des étudiants de Sciences Po, par exemple. Les étudiants de Sciences Po, ils savent comment fabriquer une action, comment être visible médiatiquement. Alors, les étudiants de Polytechnique, eux, ils se sont un petit peu débrouillés avec les moyens du bord. Ils ont contacté les promotions précédentes, des associations d'anciens, ils ont été voir des députés, ils ont été voir les journalistes. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à mettre le sujet sur la table, entre guillemets. Et il y a eu un autre combat qui a été gagné, c'est celui de Grignon. Oui, récemment, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors Grignon, c'est le château de Grignon, en fait. C'est l'ancien institut d'agronomie. Oui, c'est AgroParisTech. AgroParisTech, exactement. Donc ce sont aussi des étudiants d'école d'ingénieurs. Et ce château devait être vendu à un promoteur immobilier. Les étudiants se sont révoltés. Et là, aux dernières nouvelles, vous venez de le dire, apparemment, la vente a été annulée, si j'ai bien compris.
En effet, on n'aurait jamais vu ça il y a encore 5 ans. C'est quand même, certains vont dire oui, c'est un signe, mais c'est pas suffisant pour changer le monde. Oui, mais on change le monde avec quoi? Avec des symboles. Et c'est un symbole. C'est comme l'université de Harvard qui récemment a décidé d'arrêter d'investir dans les industries fossiles. C'est un symbole. Harvard, c'est la plus grande université aux États-Unis. Donc que cette université-là dise aujourd'hui, on ne donne plus 1 euro dans ces fonds qui vont financer l'industrie fossile, c'est un symbole. Et c'est un symbole fort. Est-ce que ce sentiment d'impuissance et de colère, il est plus fort que la volonté de changer? C'est une question un peu dure, là. Effectivement, enfin, c'est presque du cas par cas, en fait, hein. Il y a des gens qui sont plus gagnés par la colère et même parfois par la tristesse, et qui vont être dans l'incapacité de se mettre en action. Et il y en a d'autres qui, au contraire, vont nourrir, en fait, cette action avec ce sentiment de révolte et ce sentiment de colère. Donc, c'est pas aussi simple que Alors ça. pourquoi j'aborde la question de l'impuissance et de la colère? Parce que beaucoup de jeunes de votre génération, et parmi ceux que vous avez rencontrés, le phénomène a existé, c'est la question de l'effondrement et du ressenti que l'on a par rapport à cette idée que tout peut s'effondrer, comme le dit Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez rencontré de ces révoltés qui ont vécu des sortes de dépression avec l'idée de l'effondrement? Presque tous, hein. Presque tous. Ouais, presque tous. En fait, tous les jeunes dont je parle dans ce livre, ils ont vécu ce moment qu'on appelle aujourd'hui d'éco-anxiété. Ils se rendent compte, mais un petit peu par inadvertance d'ailleurs, hein, parce qu'ils regardent les infos, parce qu'ils voient des images un peu spectaculaires, parce qu'ils commencent à regarder des documentaires sur YouTube, qu'il y a une crise énorme qui est en cours. Une fois qu'ils ont compris ça, ils commencent à se renseigner. Ils ont une sorte de boulimie d'informations à ce moment-là. Ils vont lire un maximum de livres, ils vont regarder un maximum de vidéos et ils vont se dire « mais comment ça se fait que moi, alors que j'ai bientôt 25 ans et que je vais aller travailler, je n'ai pas été formée à ces questions-là ?» Alors que la crise est urgente et qu'on est dans l'imminence d'agir. On n'a plus le temps d'attendre. C'est quelque chose qui revient très, très souvent. Donc, ils ont presque tous eu ce moment de dépression dont vous parliez, ce moment d'éco-anxiété. Parfois, il se traduit par l'action et parfois, ils ont un petit peu du mal à en sortir aussi. Hier soir, j'étais avec Arthur Gosset, qui est un jeune réalisateur qui a fait un film qui s'appelle Rupture, où il a filmé 5 de ses camarades étudiants. Et ils passent tous par ces moments de dépression. Et parfois, ils font la comparaison avec la courbe du deuil. Et la courbe du deuil, il y a 5 étapes. Et pour arriver à la dernière, l'acceptation, il y a un peu de travail, ça prend du temps. Alors, on va revenir à cela, mais dans ce que vous venez de dire, il faut revenir sur la formation dans les grandes écoles, parce que là, vous avez porté une analyse critique qui est très importante. Vous dites que ces jeunes frappés par l'effondrement, ils reconnaissent tous qu'on ne leur a jamais parlé, finalement, de ces questions-là dans l'enseignement dont ils ont été bénéficiaires. C'est quand même une énorme faille, un énorme trou noir dans l'éducation française. Oui, tout à fait. On forme une génération qui va arriver dans les entreprises, qui vont avoir des postes de cadres dirigeants, très souvent, et qui n'ont pas été formés aux enjeux de la crise écologique et sociale. Je mets les deux volontairement. Pour plein de raisons. Et en fait, ce qui m'intéressait dans le début de l'enquête, c'était de comprendre pourquoi, en fait, ces écoles-là n'avaient pas vu la crise arriver et pourquoi, justement, elles ne se préoccupaient pas de former cette jeunesse-là. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Ce sont des très grosses structures, des très grosses organisations. Le changement prend beaucoup de temps. Et ces questions de crise écologique, vous le saviez mieux que moi, elles existent depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Le rapport Meadows, 1972. Voilà. Les premières COP, c'est les années 90. Donc, en fait, c'est pas du jour au lendemain qu'on découvre la situation gravissime. Donc, elles auraient pu avoir le temps aussi de se dire, tiens, il se passe quelque chose, on va changer. Mais là, en fait, il y a 2015, il y a la COP 21, il y a aussi le livre dont vous avez parlé de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer. Donc, ça se rapproche. Là, il y a quelque chose qui commence à se rapprocher. Puis l'année 2018, on en a parlé au début aussi. Et en fait, ces grandes écoles, elles sont paralysées par la tradition. Elles ont beaucoup de mal à changer parce qu'elles ont organisé leur formation et le contenu de leur formation selon un modèle précis. Et c'est très compliqué pour elles de se réformer de l'intérieur. Donc, elles voient cette génération qui la remet un peu en question et ils essayent de faire des petits changements par-ci, par-là. Il y a très peu d'écoles aujourd'hui qui se sont vraiment lancées dans un chantier de refonte des maquettes.
Mais comment vous expliquez que ces grandes écoles qui devraient être en prise avec la réalité de notre temps et être même à l'avant de toute la réflexion sur les effets du dérèglement climatique et du modèle dans lequel nous sommes, en fait, ils font du greenwashing quand ils apportent des modifications dans leur enseignement. En fait, les écoles, ce qu'elles veulent, c'est former des gens employables. Elles veulent coller à la demande des entreprises. Elles veulent coller, ou du moins à ce qu'elles pensent qu'est la demande des entreprises. Elles veulent coller à ça parce qu'elles ont des enjeux de classement. Ce sont des écoles qui sont très préoccupées par ces enjeux de classement internationaux. Donc les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, elles veulent avoir des bons scores d'employabilité. Elles font des études tous les ans pour savoir où vont leurs diplômés, combien ils gagnent, et ça leur permet de se situer en fait les unes par rapport aux autres. C'est une grande compétition nationale et c'est une grande compétition mondiale aussi. Toutes les écoles aujourd'hui sont en compétition les unes avec les autres. Donc il y a d'abord ça. Je pense que ça c'est vraiment important de le souligner. Le greenwashing, c'est intéressant que vous disiez ce mot-là parce que c'est un mot que les étudiants répètent sans cesse. Ils sont très attentifs à ça. Donc en fait, si les écoles tentent de faire du greenwashing, et pour eux, il faut savoir ce que ça veut dire le greenwashing. Par exemple, les éco-gestes. Maintenant, les éco-gestes, c'est considéré pour eux comme du greenwashing. C'est-à-dire mettre des gobelets en carton à la place de gobelets en plastique, pour eux, ça ne veut rien dire. Voilà. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais les écoles, elles font beaucoup de communication là-dessus, sur le verdissement des campus, sur le tri des déchets, sur tout ce genre de thématiques, en fait. Et les élèves disent, mais c'est pas ça l'écologie, en fait. Donc, formez-nous, apprenez-nous. Là, ça a changé. Par exemple, il y a je ne sais pas si vous connaissez la fresque du climat, qui a fait son entrée dans les grandes écoles. Cette rentrée, le SCP, Grande École de Commerce, a fait une fresque du climat. Expliquez la fresque du climat. Alors, la fresque du climat, c'est un atelier pédagogique, participatif, où, en fait, on essaye de retracer le réchauffement climatique, ses causes, ses origines et ses conséquences. Oui, ça remonte d'ailleurs, quand on l'étudie, dès le 19e siècle, la fin du 19e siècle, des scientifiques avaient alerté sur le réchauffement climatique. Mais revenons à ces grandes écoles. En fait, c'est quasiment impossible d'introduire de manière significative les questions écologiques dans l'enseignement, puisque ces écoles, comme vous le dites, elles sont là pour nourrir le système. Donc, on ne peut pas casser un système dont on vit. C'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Elles ne vont pas s'auto-démanteler, ces écoles. C'est leur raison d'être. Parfois, c'est leur modèle économique. Je pense aux écoles de commerce, parce que les écoles de commerce, elles ont des frais de scolarité qui sont très élevés. 50 000 € la scolarité, par exemple, pour les 3 grandes écoles de commerce parisiennes. Donc, en fait, elles ont leurs élèves, c'est leurs clients. Donc, elles sont prises en fait un peu en tension. Elles sont prises entre la demande des étudiants qui sont leurs clients et la demande des entreprises d'avoir des cadres qui vont être directement employables et qui vont assurer la pérennité du modèle d'affaires, quoi. Donc, autrement dit, pour un jeune qui est intelligent, enfin qui veut faire qui fait des études supérieures, les grandes écoles, c'est particulièrement déconseillé puisque ça va les formater pour des métiers dont ils ne vont pas vouloir quelques années plus tard. Oui, tout à fait. Il y a une réflexion. Il y a une réflexion qui est en cours. Là, je travaille en ce moment sur la question de l'éco-anxiété. Je travaille avec des gens beaucoup plus jeunes, qui ont entre 16 et 18 ans, qui n'ont pas commencé leurs études et qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, à quoi ils vont être le plus utiles et quelle formation il faut faire pour compter dans cette transition. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura une transition? C'est aussi une question. Est-ce qu'on ne va pas directement arriver dans un effondrement? C'est ça aussi la question qu'ils se posent. D'ailleurs, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, 36 ans, je ne vais pas le répéter 50 fois, mais vous constatez qu'en fait, ceux qui sont les plus angoissés, ceux qui sont les plus concernés, ce sont déjà des gamins de 18 à 20 ans, ceux qui marchent pour le climat, par exemple. Exactement. C'est frappant. Là, j'ai commencé l'enquête cette semaine et j'ai eu une dizaine de jeunes qui ont entre 16 et 18 ans et qui n'ont pas de réponse, en fait. Ils n'ont pas de réponse de l'école, ils n'ont pas de réponse de leurs parents. Et ils se retrouvent un peu seuls avec cette anxiété de fin du monde, parce que c'est vraiment ça pour eux. C'est la fin du monde. Et dans le livre, à un moment donné, dans le dernier chapitre, je fais un reportage dans une ZAD et je rencontre quelqu'un qui a 18 ans. C'est sa première année d'études à l'Université de Lyon, en sciences sociales. Et il me dit, il nous reste combien de temps? 5, 10 ou 15 ans à vivre dans ce monde-là. Donc, c'est des gens Comment peut-on vivre avec cette... Voilà. Donc, ils n'arrivent pas à se projeter. Il y a une incapacité totale à se projeter dans un avenir très proche. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui les travaille énormément. Ouais.
Et d'ailleurs, dans votre livre, vous êtes très critique, comme pas mal d'entre nous dans l'écologie, sur l'expression de transition écologique. Alors, je ne sais pas si je suis critique. En tout cas, je donne la parole à des gens qui sont critiques de la transition. Parce qu'effectivement, la transition, ça veut dire qu'on a le temps de s'en occuper. On a le temps, justement, de réorienter les modèles d'affaires, de changer de système, en fait. Est-ce qu'on a vraiment le temps? C'est une question qu'on peut se poser. On vient de vivre une pandémie qui, d'ailleurs, refait irruption là, sur Oui. la fin de l'année. Donc, Un fait social total, en fait. c'est ça, c'est un fait social. On a beaucoup parlé de la génération climat. On pourrait aussi parler de la génération Covid. L'impact qu'a eu cette pandémie sur l'imaginaire de cette génération qui a entre 18 et 25 ans et qui entre dans l'âge adulte avec ça, avec cette entrée dans le monde-là. Donc, ça dit quelque chose aussi, effectivement, de cette question de la transition. On va faire un petit détour. Vous vous intéressez à cette génération qui se sent concernée, mais dans cette génération, des 18-25 ans et dans celle des 25-34 ans, il y a aussi celles et ceux qui sont dans une forme de nihilisme, qui se sentent déjà déclassés, précarisés, et pour lesquels la question de la fin du monde ne se pose même plus. Est-ce que vous allez vous intéresser à cette catégorie qui reste très largement déclassée et qui ne rejoindra jamais ces lieux alternatifs? Oui, alors c'est compliqué de s'intéresser à Parce qu'il y a eux. aussi cette jeunesse-là. La jeunesse qui se sent déclassée? Oui, oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Celle qui vit moins bien que ses parents. En fait, c'est ça le déclassement, c'est qu'on est une génération, enfin, en tout cas, moi, la mienne, c'est sûr, celle des millennials, donc c'est la mienne, celle de la génération Z, donc c'est les plus jeunes, seront de fait déclassés, en fait, hein. Donc, s'intéresser à eux, c'est évident que ça fait partie de notre travail de journaliste. Donc oui, oui, on s'intéresse à eux. Je ne l'ai pas fait dans ce livre-là, parce que j'avais envie de parler de gens qui étaient plutôt en rupture, en révolte et en désertion. Mais il y a tout un panel, toute une fraction de la jeunesse qui se sent, en effet, qui se sent déclassée. Et ce déclassement, il est grave, en fait, parce que comment on arrive à mobiliser ensuite une fraction de la jeunesse qui se sent déclassée? Par exemple, ça se manifeste dans les élections. Aujourd'hui, on a 85% d'abstention, vous le savez bien, aux dernières élections. Ça dit quelque chose aussi, je trouve. Mais il y a en même temps un véritable fossé entre cette génération que vous suivez, qu'on peut qualifier, comme vous le dites dans votre livre, d'élite verte, très conscientisée, et puis cette génération qui se considère comme perdue. Et ça pose quand même un problème social et politique extrêmement violent. Oui, tout à fait. J'ai eu une discussion très intéressante pour le livre avec un historien qui s'appelle François Jarige, je ne sais pas si vous Oui, bien connaissez. sûr. Voilà, et je lui ai posé cette question. Déjà, je voulais lui demander, est-ce que dans l'histoire, avec un grand H, il y a eu ce genre de crise, de révolte des bourgeois, entre guillemets, qui voulaient rompre avec le système? Donc, il m'a répondu oui. Il m'a cité un peu les moments de l'histoire au XXe siècle, au XIXe siècle. Et puis, je lui ai demandé justement, eux, ce sont l'élite, ce sont les enfants qui ont, entre guillemets, tout pour réussir. Qu'en est-il des autres? Est-ce qu'ils n'ont pas ce sentiment aussi d'urgence, de fin du monde? Comment ils ressentent les effets de la crise? Crise sociale d'abord, crise écologique. Et donc, il m'a répondu que ça se manifestait différemment, mais ça ne voulait pas dire qu'il ne le ressentait pas non plus. Il m'a parlé de la jeunesse rurale, par exemple. C'est intéressant, il disait aujourd'hui, il y a un peu moins de départ de cette jeunesse-là vers les grandes villes. C'est une forme de sécession aussi, c'est une forme de désertion. On ne va plus dans les grandes villes, on reste chez soi, parce qu'on ne croit plus au modèle de la grande ville émancipatrice. Donc Ça veut peut-être dire à rebours qu'on n'est pas dans la désertion, mais dans l'enracinement. Dans l'enracinement, voilà. Ouais, peut-être, oui. Alors, puisque vous évoquez François Jarige, c'est vrai que dans votre livre, on lit vous faites des références à un certain nombre de sociologues, et c'est tout l'intérêt de votre enquête, qui ne reste pas justement à ras de terre, au ras de la toile cirée, si je puis dire. Par exemple, vous évoquez à plusieurs reprises Kropotkin, Pierre Kropotkin, qui a été réhabilité d'une certaine manière par le livre de Pablo Servigne qui s'appelle L'Entraide. Est-ce que ce philosophe anarchiste est lu dans ces lieux alternatifs? Est-ce qu'ils ont conscience qu'il y a déjà, qu'au XIXe siècle déjà, on abordait la vie et la vie en communauté sous un angle très, très contemporain finalement? Oui, tout à fait. Donc, ce philosophe russe anarchiste m'a été cité 2 fois dans le livre. Une fois dans le dernier chapitre, dans la ZAD Oui. du Carnet. On y reviendra. On y reviendra sur les après, par une toute jeune fille qui avait 18-19 ans, qui était en première année d'études aussi à l'Université de Lyon, et qui me disait avoir lu La morale anarchiste, et en
en ayant lu ce livre, elle se disait « il a réussi à dire tout ce que je pensais, sans avoir jamais moi-même réussi à le formuler ». Donc ça, c'était la première occurrence de Kropotkin. Et ensuite, il y a eu Xavier Gissereau, qui est un diplômé de HEC et qui a créé une communauté, un écolieu en Bretagne. Aujourd'hui, ils sont à quelques kilomètres de Dinan. Un village, en fait, de maisons en bois complètement réversibles. Ce sont des habitats réversibles. Et ils vivent en communauté avec l'accord de la mairie qui leur loue une parcelle de leur terrain communal, avec ces principes-là en tête. Et lui aussi avait lu ce livre et ça l'avait beaucoup, beaucoup inspiré. Vous citez également un auteur à la mode chez les écologistes aujourd'hui, qui était un penseur anarchiste aussi, un Américain, Murray Bookchin, l'inventeur du municipalisme libertaire. Ouais. Il y a même eu d'ailleurs aux élections locales, aux élections municipales en France, des listes municipalistes. C'est lui qui a inventé le terme d'écologie sociale d'ailleurs, et qui est le premier à avoir introduit dans sa pensée la question de l'écoféminisme d'une certaine manière, puisqu'il considérait que la domination de la nature, c'était aussi la domination de l'homme sur la femme. Lui aussi, Bookchin, il est maintenant très, très apprécié dans ces lieux. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est intéressant parce que je reviens à François Jalège, mais on parlait des rééditions de livres. En fait, il y a des livres qui sont réédités et qui connaissent un nouveau succès. Et donc, les deux auteurs dont vous venez de parler, c'est le cas. Il y a d'autres auteurs. Là, je cite aussi Edward Carpenter, qui est un auteur anglais de la fin du 19e siècle et qui a écrit un livre qui s'appelle « Vers une vie simple » et qui a été réédité et qui connaît un franc succès. Donc ça dit quelque chose. Comme Bruno Latour, que vous citez aussi. Voilà, que je cite tout de suite d'entrée de jeu. Absolument. Parce qu'il a fait une conférence inaugurale à Sciences Po il y a 2 ans. Et je trouve que cette conférence, elle est magistrale pour le coup. C'est vraiment le bon mot, parce qu'elle résume tous les enjeux auxquels va devoir faire face cette génération-là. C'est lui qui nous explique que nous vivons comme des terriens, insensibles à notre entourage, que nous devrions vivre comme des terrestres pour... prendre conscience que nous sommes qu'une composante dans l'univers de la nature. Vous avez parlé de la ZAD du Carnet, et ce personnage de Mishka, moi je le trouve très intéressant. Expliquez-nous qui il est. Chouka. Moi j'avais marqué Mishka, bon d'accord. C'est Chouka. Chouka, il est très intéressant. C'est un étudiant qui est à Sciences Po Grenoble, qui a commencé, on va dire, son éveil à l'écologie avec une écologie un peu soft, celle justement dont on parlait tout à l'heure, celle des éco-gestes individuels, et qui a fait un échange en Lituanie, à Vilnius, avec Sciences Po Grenoble, et qui a commencé à faire ses premières manifs pour le climat là-bas. Et donc, c'est dans la droite ligne de ce qu'avait lancé Greta Thunberg, les Fridays for Future, donc toutes ces grèves le vendredi, qui n'avaient pas trop pris en France, mais qui avaient pas mal pris dans le reste de l'Europe. Et c'est comme ça qu'il a commencé à vraiment s'intéresser à la question écologique, et ensuite, il a relié tout de suite à la question sociale. Chouka, il a déjà été à la ZAD du Carnet, puisqu'il a passé l'été dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc, il fait partie des gens qui ont déjà quelques affinités, on va dire, avec le mouvement des ZAD. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on peut la considérer un peu comme matricielle par rapport aux autres ZAD, non ? C'est le vaisseau mère, quoi. Absolument. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est quand même un terrain de lutte assez radical, enfin très radical, la ZAD. Hein. Donc, je ne m'attendais pas, en commençant ce livre, cette enquête sur ces élites, à finir dans une ZAD. Et en fait, la ZAD, elle existe aujourd'hui dans les imaginaires de ces élites. Je me souviens d'une de mes personnages, de mes interviewés du début du livre, Marie, diplômée de l'AgroParisTech, qui avait passé une partie de son été à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à se former à toutes ces questions d'écoféminisme, d'anarchie libertaire, de municipalisme, et qui était revenue de ses vacances dans la ZAD enchantée. Et en fait, ça revenait de plus en plus au cours de mes entretiens, au cours de mes enquêtes, au cours de mes reportages. Alors là, c'était la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et à la fin, j'étais à la ZAD du Carnet parce qu'on m'avait dit « tu vas voir, là-bas, il y a plein de jeunes. Il n'y a que des jeunes ». Et effectivement, je n'ai pas été déçue. Il y avait effectivement beaucoup de jeunes, quasiment des gens que de moins de 25 ans. Et ces ZAD, que vous ont-elles apprises ? Alors, j'ai été que dans la ZAD du Carnet, hein, donc je peux parler que de ce que je connais. Qui a été démantelée d'ailleurs depuis, qui a été démantelée en quasiment une demi-journée par les gendarmes, oui, tout à fait. Alors moi, je l'ai vu, beaucoup de penseurs, je pense à Philippe Descola ou même Bruno Latour, qui ont fait justement des voyages dans les ZAD, les voient comme des terrains de lutte politique. Moi, je l'ai vraiment vu Alessandro Pignocchi aussi. Et Alessandro Pignocchi, dont je parle beaucoup, qui m'a beaucoup inspirée aussi. Moi, c'était plus un terrain
de formation. Je l'ai vu comme une prépa, finalement, une classe prépa alternative. Il y a beaucoup de ces étudiants que j'ai rencontrés, c'était en 2020, qui étaient confinés. Donc, ils n'allaient pas à la fac, ils n'allaient pas dans leurs grandes écoles. Ils avaient rendu leur chambre d'étudiants. Ils étaient chez leurs parents et ils avaient quand même envie de vivre des choses et de se former. Et pour eux, par exemple, Chouka, pour lui, c'était un émerveillement que d'aller dans cette ZAD parce qu'il participait tous les jours à des réunions, à des discussions. Il y a des débats tout le temps. Il a appris à construire des cabanes. Pour lui, c'était vraiment un terrain de formation. Il y a aussi des expérimentations démocratiques dans ces lieux. Où on apprend beaucoup et qui pourrait servir d'exemple d'ailleurs pour une plus grande échelle. Tout à fait, oui. Il y a des expérimentations démocratiques, il y a des discussions justement sur toutes les théories anarchistes dont on a déjà parlé. Et j'en parle un petit peu dans le livre aussi. C'est un milieu militant, mais qui n'est pas non plus exemple de tous les problèmes qu'on a à l'échelle de la société. Il y a eu des problèmes de harcèlement, des problèmes de viol, des problèmes de sexisme. Tout ça a été un petit peu parfois aggravé parce qu'il y a une culture de la fête et on peut bien les comprendre parce qu'en plein confinement, quand vous avez le droit de rien faire, que tout est fermé, que les écoles sont fermées, il y a aussi une envie de reprendre vie en quelque sorte. Et donc c'était un milieu qui était fascinant pour ça parce qu'il est tout et son contraire. Il est pétri de contradictions. On est à la fois là pour apprendre et en même temps pour déconstruire. Il y a ces deux apprentissages en même temps. Donc c'était, Oui, mais il est à l'image de la société. On ne voit pas pourquoi il y aurait un ADN différent. D'ailleurs, vous racontez dans votre livre les difficultés que vous avez eu à faire parler les militants de la ZAD du Carnet sur ces questions d'agression sexuelle. Là aussi, il y a des tabous et il y a de l'omerta, comme dans toutes les sociétés. Exactement, comme dans le reste de la société. Je ne vois pas pourquoi ça serait différent. Il y a des tabous partout, dans les médias, dans le monde du sport, partout, dans tous les secteurs, à toutes les échelles. Donc, effectivement, c'était compliqué. En plus, moi, j'arrivais avec ma casquette de journaliste et en même temps, j'ai été mieux acceptée parce que justement, je n'y allais pas pour un média, j'y allais pour écrire un livre. Mais les journalistes, ils sont très, très, très mal reçus quand même. Ils sont très mal vus. Il y a quand même une défiance à l'égard des journalistes, qui se ressent dans toute la société. Et c'était un peu plus difficile, entre guillemets, de faire mon trou là-bas. Alors, comment vous avez fait justement pour faire tomber le mur de la défiance ? Très simplement, j'ai contacté la cellule Automédia. Donc, c'est quelqu'un qui m'a répondu, qui s'occupait de l'accueil des journalistes. Alors, c'était intéressant parce que c'était quelqu'un dont le profil était très similaire au reste des personnages. C'est un normalien, docteur en mathématiques, qui m'a un peu expliqué les codes en me disant, tu vois, ton reportage, par exemple, tu ne demandes pas le prénom des gens. Les gens, ils vont te dire leur blaze, donc c'est le prénom qu'ils se choisissent. Tu ne leur demandes pas quel âge, quel est leur nom. Tu évites les questions un peu trop personnelles et puis tu ne demandes pas combien il y a de personnes sur zone. Voilà. Donc, j'avais quelques indications en fait, au début du reportage où j'avais tout ça en tête. Bon, après, les gens se confient et se livrent. Et puis, il y a quelque chose aussi d'humain quand on est en reportage. Effectivement, on se met avec eux. Moi, j'ai visité, entre guillemets, la ZAD avec eux. On est monté sur l'éolienne d'Alstom. On avait une vue magnifique de tout l'estuaire de la Loire. Donc après, effectivement, c'est plus simple de passer un peu de temps. En fait, tout ça, c'est une question de temps. Plus on reste et plus on est accepté. Tous ces jeunes qui vivent dans ces lieux alternatifs, en fait, ils ne sont pas isolés. C'est l'exact contraire du survivalisme. Bien souvent, ils sont accueillis avec bienveillance, puisqu'il y a des bienveillants autour d'eux. Vous avez vu des endroits où il y avait des résistances locales et d'autres endroits où il y avait un accueil. Mais tous ces jeunes ont pour volonté de s'imprégner du milieu local, de le faire vivre ou revivre quelquefois, non ? Oui, tout à fait. La ZAD du Carnet, c'était vraiment ça. Ils venaient en soutien en fait, d'une lutte locale qui était déjà présente, qui était le sauvetage de cette zone humide, en fait, de cet estuaire, et qui devait être construit pour agrandir le port de Saint-Nazaire. Ils sont très attentifs à ça. Et ils ont eu l'exemple justement de Notre-Dame-des-Landes. Donc ils ont tout ça en tête. Ils savent qu'ils ne peuvent pas venir comme des éléments un peu hors sol, dicter un peu leurs lois aux gens qui vivent là depuis longtemps. Et c'est un petit peu le cas, à la fin, je le raconte un peu dans le livre, quand j'ai été voir Xavier Gissereau. Donc c'est la communauté qui s'appelle Hameau Léger, qui s'est aujourd'hui établie en Bretagne. Ils ont été très attentifs
à parler en amont aux gens de la commune dans laquelle ils allaient s'installer, présenter le projet, regarder qui nous sommes. Nous ne sommes pas que des bobos écolos des grandes écoles. Il y a cette image, ces étiquettes en fait, qui leur collent un peu à la peau. Et parfois, ça peut donner lieu à des confrontations, à des conflits avec les gens qui se demandent mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous êtes diplômé de Polytechnique, allez travailler dans l'industrie. Pourquoi vous venez nous embêter dans notre village, quoi? Donc, il y a aussi ça. Ils sont très attentifs à ça. Beaucoup d'entre eux sont formés à la communication non violente. Ça aussi, c'est intéressant de le souligner parce qu'il ne suffit pas de faire des grandes études et d'être très, très bien formé. Il faut aussi avoir de l'empathie, comprendre les autres, quels sont leurs besoins, quel est leur message. Donc, c'est de communiquer, d'être en relation, en fait, finalement, avec les autres. En sympathie, au sens profond du terme. Justement, vous venez d'évoquer la désobéissance civile non violente. Il y a une association que vous citez à plusieurs reprises dans votre série de reportages, c'est Extinction Rebellion, qui a donné une nouvelle vie à la désobéissance civile non violente, qui date de longtemps, notamment de Thoreau à la fin du 19e siècle, et qui a été remise en selle par des Britanniques. C'est d'ailleurs une culture plutôt anglo-saxonne que française, et pourtant ça marche en France. Et pourtant ça marche en France, oui, tout à fait. Donc oui, Extinction Rebellion s'est créé en 2018 aussi. Donc ça fait partie du tableau de cette année-là. Pas par des gauchistes, par des universitaires britanniques. Exactement, par des universitaires britanniques qui s'inspirent des travaux d'une autre universitaire américaine, Erika Chenoweth, qui a théorisé les effets de la désobéissance civile de masse. Donc, il s'inspire de travaux de chercheurs. Et c'est un mouvement qui a pour but de développer, de massifier en fait la désobéissance, partant du principe que plus on sera nombreux, plus ils seront nombreux, plus ça créera une sorte de rapport de force et qu'ils seront écoutés. En France, ça a assez rapidement pris aussi, 2018-2019. Ça arrive en 2019 plutôt. C'est d'abord des jeunes qui sont attirés par ce mouvement-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu une première action qui a eu lieu au pont de Sully à Paris. Absolument, où ils ont été aspergés de gaz lacrymogène par une police qui n'a rien compris à ce qu'est la désobéissance civile non violente. Exactement. Alors que les mêmes avaient occupé le pont qui mène au Parlement britannique et ils n'ont pas été victimes de ce type de violence. Oui, tout à fait. Donc cet épisode-là, pour moi, il est vraiment très, très symbolique. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse, la plupart ont moins de 25 ans, qui envahit un pont à Paris, qui bloque le pont et qui s'assoit au moment où elle se fait asperger de gaz lacrymogène. Donc c'est, en termes d'image, vous qui êtes journaliste et qui avez manipulé les images, vous voyez bien que le symbole, il est énorme. Donc quelque part, c'est une victoire pour eux. J'ai désobéi aussi. Oui. Donc effectivement, voilà, ça montre le déséquilibre et en même temps l'espèce de grand calme et de grande sérénité de ces jeunes, de s'asseoir et de regarder les forces de l'ordre les asperger. Donc, c'était une image assez forte, moi j'ai trouvé assez symbolique. Vous qui regardez la société comme une journaliste avec beaucoup d'attention et beaucoup de vigilance, vous pensez que la désobéissance civile non violente, elle a encore sa place dans une société qui est finalement extrêmement violente? C'est une question qui dépasse mes compétences de journaliste. Et votre point de vue à vous? Ouais, moi j'ai lu un livre pendant que j'écrivais ce livre de Andreas Malm, qui est un militant pour le climat suédois, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment saboter un pipeline ». Et qui est un militant de longue date, donc qui raconte son histoire de militant et qui dit que le problème des militants pour le climat aujourd'hui, c'est qu'ils sont beaucoup trop gentils, ils sont beaucoup trop sages. Et c'est pas comme ça qu'on gagne des luttes sociales. Donc, il refait un peu aussi toute l'histoire des luttes sociales et de cette fameuse histoire de la non-violence. Parce que souvent, on parle de Gandhi, on parle de... Luther King. Voilà. Donc, en fait, il déconstruit un peu tout ça en disant, non, en fait, les droits sociaux, les droits humains n'ont pas évolué avec le calme et la non-violence. C'est souvent des luttes et des conflits très violents, au contraire. En fait, il reprend ce qu'avait écrit un auteur culte aux États-Unis, Edward Abbey, le gang de la clé à molette, qui a saboté des engins de travaux publics dans le désert de l'Utah, où d'ailleurs ces cendres ont été dispersées. Mais la désobéissance civile non violente, elle est quand même un outil très important face à la violence d'État, à la violence légitime, comme le disait Max Weber. Oui, c'est un outil de communication. Pour moi, c'est un outil de communication puissant.
parce qu'effectivement, ces images, elles sont spectaculaires, elles participent à façonner en fait l'opinion publique. C'est très important, mais en fait, ce que disent les militants, c'est pas moi ce que je pense, parce que je ne suis pas militante, mais ce que disent les militants, c'est qu'il faut multiplier la diversité des tactiques. Ils parlent de ça souvent. Tout le monde ne va pas s'enchaîner devant les grilles d'un ministère, tout le monde ne va pas avoir la force de faire ça. C'est pas d'ailleurs une question de force, hein. Des fois c'est juste qu'on n'en a pas envie. La diversité des tactiques, c'est important parce que ça se complète en fait. Et tout le monde n'a pas non plus la possibilité de saboter des 4x4 dans des arrondissements de Paris. Enfin, je veux dire, ça c'est ce que dit aussi André Asmal. Mais en fait, si tout le monde sabotait les SUV, par exemple, ça créerait peut-être une discussion sur le sujet des SUV. Mais en fait, ça se discute aussi, en fait, parce que ces ça gens-là donnerait vont une image des écologistes qui ont déjà beaucoup d'ennemis. On n'arrête pas de parler d'écologie punitive. Ça ne donnerait peut-être pas une très bonne image de l'écologie. Et c'est pourtant peut-être nécessaire. Donc ça veut dire que entre ceux que vous avez montrés et qui sont dans une perspective non violente, il y a aussi ceux qui pensent qu'on a dépassé ce stade, que c'est trop tard, et qu'il faut devenir un éco-warrior. Vous êtes intéressé aux éco-warriors ou pas? Pas encore, mais là, je mets le doigt sur le début peut-être d'une enquête. Il y a de plus en plus de gens qui en ont un petit peu marre, justement, de la désobéissance civile de masse, de Extinction Rebellion, Youth for Climate, donc c'est le mouvement jeune aussi de désobéissance, et qui s'intéressent à des gens qui ont théorisé donc ce sabotage et cette résistance aux États-Unis et qui ont créé un groupe qui s'appelle Deep Green Resistance, DGR en français. Absolument. Donc DGR, ça commence un petit peu à recruter souvent des gens assez jeunes qui ont envie de passer à l'étape supérieure. Donc c'est un mouvement qui existe. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore documenté parce que j'en suis vraiment qu'au début, mais à mon avis, c'est quelque chose dont on va reparler dans les années à venir. Oui, c'est un mouvement qui existe depuis longtemps aux États-Unis et qui est considéré comme trop radical, justement. Est-ce que vous avez perçu de la radicalité dans les lieux où vous êtes allés? C'est quoi la radicalité pour vous aujourd'hui? La radicalité d'un écolo ou d'un écologiste, pardon, ou c'est souvent la même chose, d'un jeune diplômé qui ne veut pas continuer à nourrir le système? Oui, vous avez raison de le souligner. La radicalité, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui fait partie de cette génération-là. En particulier des jeunes qui sont dans un combat écologiste. La radicalité, là, je vais citer Aurélie dans le livre, qui est une polytechnicienne, c'est revenir à la racine. À la racine de notre combat pour la survie de l'humanité, parce qu'on en est vraiment là, hein, c'est comme ça qu'il le formule. Et la radicalité qui pouvait faire peur un peu aux enfants des classes supérieures il y a quelques années, aujourd'hui, elle est devenue désirable. Se dire radical, aujourd'hui, c'est assumer, c'est s'assumer, assumer son combat, s'assumer soi-même, être en accord avec soi-même. Voilà, donc quand on est radical, quand on a compris les enjeux, on va jusqu'au bout et on en tire une certaine fierté. Est-ce que vous êtes séduite par cette radicalité à titre personnel? C'est une bonne question. Bah oui, un petit peu. Oui, oui, bien sûr. Moi, je trouve que je les admire, en fait. Je les admire, j'admire leur courage. Ils m'inspirent beaucoup. Je les remercie d'ailleurs dans le livre à la fin. Il y a une partie pour leur dire merci parce que vous m'avez sorti, entre guillemets, de ma posture de journaliste observatrice. C'est très facile d'être journaliste et de n'être que dans l'observation. Là, on se rend bien compte que toute notre vie va changer, est déjà en train de changer. Et moi, c'est vraiment grâce à cette enquête que je m'en suis rendu compte. Donc, je sors un petit peu parfois de mon rôle de journaliste, un petit peu en distance pour me dire, en fait, merci à vous de m'avoir un peu réveillée. En fait, il est impossible de garder complètement ses distances quand on est confronté à cela. Oui, et puis en plus, maintenant, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui fait directement appel à nos émotions. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait penser à tous ces événements climatiques et à tous ces rapports du GIEC d'une façon assez scientifique, assez intellectuelle. Je crois que là, plus les années vont passer, plus ça va faire ressurgir des choses qui sont de l'ordre de l'humain, en fait, de l'émotion. D'ailleurs, ils sont tous très, très en accord avec ça. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est très intéressant ce que vous dites parce que pendant longtemps, et toujours aujourd'hui, on dit que les journalistes doivent s'éloigner, rester à distance de l'émotion. Mais l'émotion, c'est très important pour mener vers l'action. C'est aussi un outil. Oui, bien sûr. Et puis les journalistes sont des êtres humains. Pourquoi tout à coup, quand ils font un reportage ou une enquête, ils devraient cesser d'être humains? On est tout le temps humain. Quand on va en reportage, quand je vais en reportage dans la ZAD, je suis humain. J'arrive, je suis intimidée d'abord parce que je sais que je ne suis pas très acceptée, qu'il va falloir que... Comme le premier jour, on arrive quelque part, on est toujours un petit peu, on ne sait pas, etc. Mais c'est pareil, on est journaliste, on arrive avec tout ce qu'on est.
avec tout notre inconscient. Donc on n'est jamais si neutre que ça. Est-ce qu'à certains moments, vous avez été tenté en vous disant, finalement, pourquoi je ne ferais pas comme eux? Évidemment, mais je pense que toute ma génération aujourd'hui se pose cette question. Au bout d'un moment, en fait, on se pose sans cesse la question de savoir quel est notre rôle, quel est notre impact, et est-ce que ce qu'on fait a du sens, tout le temps. Donc j'ai la chance d'être journaliste. Vous êtes dans un métier où... J'ai la chance de pouvoir me dire que mon utilité sociale, elle existe, en fait. Et puis, je travaille dans un journal qui donne, en fait, aux journalistes la liberté d'enquêter sur ce genre de phénomène montant, de signal faible. C'est grâce au Monde, en fait, que j'ai écrit ce livre, et je remercie le Monde de m'avoir laissé la liberté de creuser ce sujet-là. Donc, pour moi, la réponse, elle est plus facile. Mais il y a beaucoup de gens de mon âge qui sont dans d'autres secteurs, d'autres industries, qui commencent aussi à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que cette enquête vous a fait grandir? Oh oui. J'avais déjà l'impression d'avoir grandi un peu précocement au début de ma vingtaine, justement, en commençant les études de journalisme. Et je pense que cette enquête m'a permis de voir les choses différemment et d'être peut-être un peu plus incarnée dans ce que je fais aujourd'hui en tant que journaliste. Est-ce qu'on peut faire un focus, j'aime pas beaucoup cette expression parce qu'elle est vraiment lieu commun, sur 2 lieux que vous avez visités pour mieux faire comprendre à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce qu'est la réalité de ces lieux. On va commencer par celui que vous citez en premier, la mer loin, je trouve. C'est un... La mer au loin, la mer au tout à loin, fait. pardon. Ouais. Puis après, on va aller en Hongrie. Oui, ok. Alors, commençons par la mer au loin. Oui, alors la mer au loin, c'est une action d'extinction-rébellion qui vise à occuper des lieux. En fait, le mouvement, en 2019-2020, se rend compte que pour former les militants, il faut des lieux. On a besoin d'espace pour organiser des discussions, pour organiser des formations. Donc, ils se mettent en tête de trouver des lieux qui sont vides et qui sont inoccupés et de les investir pour leur redonner vie et pour organiser, en fait, de la formation à l'intérieur. Donc, la mer au loin, en fait, c'est le joli nom poétique de la bourse d'affrètement de cette petite ville de Saint-Mamet, comme on dit, à côté de Fontainebleau. Fragment des péniches, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une ville qui est construite sur ce fleuve, le fleuve du Loing, et c'est une ville qui a une histoire qui est liée à la batellerie. À l'époque, le transport de marchandises se fait sur des péniches, et ces péniches, les bateleurs vont chercher leur mission à la bourse d'affrètement. Donc, la bourse d'affrètement, elle est fermée depuis quelques années. La maison de l'éclusier, qui est sur la même parcelle de terrain, est fermée aussi. Et ce que me raconte l'un des militants, c'est que l'été, ils font une petite promenade sur les quais du Loing et ils remarquent cette bâtisse inoccupée et ils se disent ça serait l'endroit parfait pour imaginer de le transformer, d'en faire un squat, en fait, mais un squat où on organise des formations, où c'est ouvert, les gens peuvent venir, etc. Et donc, j'ai participé à l'ouverture de cette maison avec eux. C'était le premier jour, en fait. J'étais avec eux. On a pris le train, le RER à la gare de Lyon. On est montés tous ensemble. On avait un peu peur parce qu'on se disait, on sait très bien qu'aujourd'hui, les squats, c'est illégal. Il y avait eu quelques actions un petit peu avant aussi qui avaient un peu mal tourné, qui s'étaient terminées, notamment une à Bordeaux, dans un ancien hôpital, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on rentre à l'intérieur de ce lieu-là, un peu en cachette. On ouvre la porte de la maison de l'éclusier, et puis là, c'est une maison fermée. Donc, c'est une maison qui est fermée depuis quelques années. Ça sent le renfermé. Il y a déjà une équipe qui a passé la nuit, donc il y a un peu de traces de vie. Ils ont dormi dans des sacs de couchage, ils se sont fait des pâtes. Et là, la première chose hyper importante quand on arrive dans un lieu, c'est de remettre l'eau et l'électricité. C'est la priorité des priorités. Donc voilà, ils s'organisent très rapidement. On est une quinzaine. On fait des équipes. Il y a une équipe qui est chargée justement de s'occuper de l'eau et de l'électricité, une équipe qui est chargée de nettoyer un peu les lieux, une autre d'aller voir les voisins pour leur expliquer tout de suite qui on est et pourquoi on fait ce qu'on fait. Et donc moi, je participe à tout ça et je vais d'équipe en équipe et je m'intéresse à tous ces jeunes-là parce que c'est que des jeunes. Et je me rends compte évidemment que parmi ces jeunes, il y a beaucoup de jeunes diplômés des grandes écoles. Voilà, donc je me retrouve avec des diplômés de Centrale, des jeunes ingénieurs, des ingénieurs des mines de Sciences Po Paris, et qui m'expliquent un petit peu où ils en sont en fait dans leur vision de la lutte pour l'écologie. Et eux, pour le coup, le mot radicalité, c'est vraiment ça qu'ils ont envie d'être et qu'ils ont envie de faire. Et ça s'est terminé comment, cette histoire? Alors, moi, j'ai parlé du premier jour. J'aurais peut-être dû parler du dernier jour, mais j'y étais pas, donc je pouvais pas le raconter. Ils savaient qu'ils allaient être expulsés. Ça s'est très mal passé avec la population locale. Cette fois, ça marchait pas bien. Cette fois, ça n'a pas bien marché.
L'équipe municipale n'a pas du tout apprécié cette méthode, cette façon de faire. Et à partir de là, ça s'est envenimé, la communication était très difficile. Il y a des bateliers qui ont un peu menacé ces jeunes, qui ont voulu les faire sortir de la bourse en disant c'est notre patrimoine, de quel droit vous venez ici chez nous? Donc ça s'est plutôt mal passé, alors qu'eux, ils avaient plutôt envie d'ouvrir le lieu, de faire une gratuiterie, d'accueillir des enfants, d'avoir des animaux, etc. Ils l'ont fait quand même un petit peu, si j'ai bien compris, ils l'ont fait. Mais voilà, ils savaient que de toute façon, l'équipe municipale n'était pas pour. Et ils ont décidé de partir et de vider les lieux finalement avant l'expulsion. C'est un exemple très intéressant parce que ça prouve que ça va être très difficile de faire changer le modèle et que le temps de la société sera peut-être beaucoup plus long que le temps politique. C'est-à-dire qu'il sera peut-être trop tard quand on pourra changer le modèle. Cette question du temps, elle m'inquiète beaucoup, en fait, parce que la temporalité, c'est quelque chose qui est complètement subjectif, en fait. Quelle est notre temporalité? Combien de temps on a devant nous? Moi, je n'ai pas la réponse. Peut-être que vous l'avez, mais moi, je ne l'ai pas, en fait. Enfin, vous avez le sentiment, avec toute votre génération, qu'on est engagé dans une course contre la montre. Oui. Et puis, il y a ceux qui pensent que, de toute façon, la technique et l'invention humaine nous sauveront. Ça, exactement. C'est le délire technicien. Exactement. Le technosolutionnisme, ouais. J'ai un petit peu étudié cette question dans un des chapitres sur les ingénieurs, justement. Mais pour revenir à cette expérience-là, en fait, elle a échoué parce qu'en fait, ils n'avaient pas fait ce travail en amont d'aller voir les gens, d'aller voir l'équipe municipale et de leur dire « Regardez, on a un projet, ce bâtiment, il est fermé depuis des années, on vous propose de le réhabiliter gratuitement, on se met à disposition de vous et on monte un projet ensemble. » C'est pour ça que ça a échoué. À l'inverse, Xavier Gissereau de la communauté des Hameaux Légers est allé voir le maire de la petite ville de Saint-André-des-Eaux, donc en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, et ils ont travaillé ensemble à ce projet-là. Donc il lui a dit, voilà, nous, on voudrait faire des habitats légers, réversibles, des maisons en bois. On n'a pas d'argent pour acheter des terres. Et d'ailleurs, ce n'est pas notre projet politique, d'ailleurs, de devenir propriétaire de terre. On voudrait que la mairie nous loue une parcelle de terrain municipal sous la forme d'un bail amphithéotique. Et nous, on serait que propriétaire de nos maisons à nous. On vous verserait un loyer. Et ça a marché. En tout cas, la dernière fois que j'y suis allée, c'était à la fin du mois d'août pour le journal Le Monde. Et ça marchait bien. Voilà, il y a quelques résistances, évidemment. Mais ça marchait mieux comme ça, on va dire. Ça veut dire qu'il faut que les écologistes apprennent à être plus pédagogiques et à dépasser la présentation que l'on fait de la société dans les médias en général, je ne parle pas du Monde, où on n'arrête pas de monter les gens les uns contre les autres. Donc c'est quand même extrêmement difficile d'introduire une société à dimension humaine dans une évolution qui fait qu'on se réfugie derrière son identité. Oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est un peu une génération qui a les clés pour le faire. Quand je parlais des Hameaux Légers, c'est des gens qui sont tous formés, par exemple, à la communication non violente. Donc, on en parle beaucoup, mais c'est une autre façon de voir le monde. C'est une autre façon d'être au monde, en fait, de se dire quel est le besoin de l'autre avant d'exprimer son propre besoin. Il faut exprimer son propre besoin, mais il faut aussi avoir de l'empathie, regarder ce qui se passe en face. Et je pense que c'est une génération qui est en train de comprendre ça. La difficulté, c'est que comment peut-on dire à quelqu'un qui ne sait pas comment finir le mois à 10 € près qu'il faut être au monde différemment? Oui, ça c'est la difficulté. D'ailleurs, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes. Hein. C'est pour le coup une révolte, une vraie. Ça, c'est une révolte un peu silencieuse, en fait, hein, finalement, parce que les Gilets jaunes, ils étaient dans une forme de révolte physique. Ils mettaient leur corps dans cette révolte. Là, on voit bien, c'est une révolte d'abord intérieure, c'est une révolte intellectuelle, c'est une révolte des gens qui ont plutôt ces armes-là. Je pense que le combat écolo des années à venir, c'est de réconcilier ça. C'est fin du monde, fin du mois. D'avoir ces idées de justice climatique et de justice sociale sans cesse liées et sans cesse pensées ensemble. Et en tout cas, une fraction de ces jeunes-là ont ça en tête, la convergence des luttes. Deuxième lieu, cette fois-ci, c'était en Hongrie, à Zambok, c'est comme ça qu'on prononce ? Oui, Zambok. Voilà. Là, vous y êtes allé en reportage. Oui. C'est une sorte d'isola oui. dans une Hongrie qui est quand même très urbanisée, si je puis dire, où la question des droits de l'homme, de la répartition, de la vie et du destin commun n'est pas la priorité. Et pourtant, c'est une sorte d'îlot qui vous a paru très intéressant. Oui, un îlot décroissant. dans la Hongrie de Viktor Orban. Effectivement, en fait, j'étais sur la trace de ces ingénieurs déserteurs déjà depuis 6 mois. Donc, je les pistais.
Et quand j'ai vu qu'il y avait des centraliens de Nantes qui étaient en train de faire un stage de fin d'études à Cargonomia, donc le lieu où j'ai été, un centre d'expérimentation de la décroissance, je me suis dit, il faut que j'y aille à tout prix. Donc je découvre ça au hasard de l'enquête. Je discute avec mon chef de service et je lui dis, il faut que j'aille en Hongrie demain. Il me dit, d'accord, vas-y. Et je suis revenue donc avec un reportage où j'ai rencontré effectivement cet îlot décroissant, d'abord à Budapest. Mais Budapest, c'est pas la Hongrie. Budapest, c'est une ville très cosmopolite. Il y a 100 000 personnes qui viennent de l'étranger. Donc, c'est une ville qui parle plusieurs langues, une ville très, très éduquée, avec beaucoup de gens qui ont fait des études, qui parlent presque tous anglais. Et puis, il y a la Hongrie un peu rurale. Et c'est là où on a été aussi, puisque ces jeunes ingénieurs venaient se former à la ferme, en fait, qui était en lien avec le centre de décroissance. Et donc, dans cette ferme, ils apprenaient à faire du compost, ils apprenaient à ramasser les légumes, à faire du nettoyage, enfin, des tâches très, très manuelles. Et je les ai accompagnés ce jour-là, ce mercredi-là. Et j'ai découvert des gens qui étaient enchantés de se réapproprier leur corps, du coup, leurs mains. Parce qu'on ne fait appel qu'à leur tête pendant toutes ces années d'études. Ou à leurs doigts sur les smartphones. Ou à leurs doigts sur les smartphones. Et c'est vrai qu'ils étaient tous hyper heureux de déplacer des meubles, de nettoyer, de ramasser des légumes, de se faire donner des ordres par le fermier, etc. Donc ça, c'était très intéressant. Et Cargonomia à Budapest, c'est un système, donc c'est Vincent Liéger qui est un petit peu à l'origine de ce lieu-là, avec d'autres camarades universitaires. Et c'est des gens qui sont vraiment des théoriciens de la décroissance, mais qui essayent de la mettre en pratique, en fait. Pourquoi ont-ils choisi la Hongrie et pas la France ? Alors, Vincent Liéger, donc, qui est à l'origine du projet, il a choisi la Hongrie, je pense, parce qu'il est arrivé là-bas au détour d'une aventure professionnelle et qu'ensuite, il y a fait sa vie. Et que les conditions étaient réunies pour Les conditions étaient réunies. En fait, c'est une ville, Budapest, où il y a quand même, à l'époque, des loyers très modérés, il y avait une douceur de vie, enfin, une façon de vivre un peu alternative qui était peut-être plus simple qu'à Paris ou dans d'autres grandes villes, d'autres grandes capitales européennes. Pour terminer, on va... C'est pas un mot, mais quelques mots sur la décroissance, parce qu'on voit que dans les médias, la décroissance, elle est clouée au pilori, en faisant croire que la décroissance, ce serait se serrer la ceinture demain et vivre de manière extrêmement compliquée. Quel est votre avis là-dessus? Et comment peut-on expliquer que la décroissance, c'est pas se serrer la ceinture demain, c'est changer de modèle? Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est une vision médiatique, en effet, et la plupart des jeunes que j'ai rencontrés qui se disent décroissants ne voient pas du tout les choses comme ça. Pour eux, la décroissance, elle est désirable. C'est une autre façon de vivre, c'est un autre mode de vie. En fait, on se recentre sur ses besoins, sur soi. De quoi a-t-on besoin? On a besoin de faire de l'activité physique, d'être un petit peu dans l'action, de faire bouger son corps. On a besoin de lire, de s'instruire. On a besoin de rêver, d'être un petit peu en dehors, en fait, des clous de la productivité. On a besoin d'échanger avec les autres. On a besoin de faire la fête aussi pour se purger un peu. Et la décroissance, c'est ce que... On n'a pas besoin des Black Friday, par exemple, et de la surconsommation. Alors, c'est ce que disent les jeunes. Évidemment, on n'a pas besoin des Black Friday, pas du tout. Et la décroissance, je pense qu'ils essayent de la transformer, de transformer son imaginaire, en fait. C'est ça, la rendre désirable. Remettre de la joie dans ce terme-là, qui, en plus, est un terme qui... pour le coup, n'a jamais été récupéré par le capitalisme, pas comme le développement durable que vous connaissez bien, ou le capitalisme vert, la croissance verte. Ça, ce sont des termes aujourd'hui que ces jeunes-là ne veulent plus du tout entendre parler, quoi. Donc, c'est vraiment très intéressant pour eux. La décroissance, à mon avis, c'est en train d'être un nouveau marqueur, presque, comme le mot radical dont on parlait tout à l'heure. Elle revient et aujourd'hui, on parle de décroissance, on parle de déconsommation, de détravail. De déconstruction. De déconstruction. Donc, tous ces mots-là apparaissent et reprennent un peu un nouveau sens avec cette génération. Et vous pensez que ce vocabulaire-là, il pourra être accepté par tous, rapidement? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il restera marginal? Je ne sais pas. En tout cas, dans les écoles d'ingénieurs, c'est très compliqué de parler de décroissance. C'est comme de parler des low-tech ou de sobriété énergétique. C'est des mots... Enfin, la sobriété énergétique, non, mais les low-tech... La sobriété, en général. La sobriété tout court, voilà, exactement. C'est des mots... J'interviewais le directeur de Centrale Nantes qui n'ont, pour eux, pas leur place dans les écoles. Ce sont des concepts politiques. Et les écoles ne sont pas là pour discuter des concepts politiques. Mais comme vous le montrez très bien dans votre livre, et comme le montrent plusieurs journalistes qui s'intéressent à ces sujets, il est impossible de changer de modèle si l'on ne s'engage pas dans la sobriété. On ne peut pas continuer le business as usual et en même temps prétendre transformer le monde.
C'est ça, tout à fait. Et pour terminer, vous parlez beaucoup, et à juste titre d'ailleurs, de cette capacité du capitalisme à se régénérer, notamment en récupérant les critiques qui sont faites de lui. Est-ce que vous pensez que ce mouvement que vous avez observé en France, et qui n'est pas simplement français d'ailleurs, il peut contribuer à faire mentir le capitalisme? C'est intéressant. Alors, c'est pas moi qui développe cette idée, c'est une chercheuse, Eve Capello, qui a travaillé avec Luc Boltanski, ce sont tous les 2 sociologues, et ils ont écrit, ce livre qui s'appelle «Le nouvel esprit du capitalisme» à la fin des années 2000 et elle l'a réactualisé il y a quelque temps, en 2013 et elle m'a envoyé donc son article de recherche en anglais et elle montre bien qu'effectivement, que le capitalisme intègre la critique pour se transformer de l'intérieur à chaque fois. Et la dernière critique, qui est la critique écologiste, justement, est en train justement de le transformer. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui mettent en valeur des pratiques de RSE, des pratiques de développement durable et qui se disent: «Regardez, on a compris, on vous a entendu, on est en train de changer. Donnez-nous juste le temps, mais on est en train de changer». Donc je crois que le capitalisme a déjà intégré ça. Donc ça veut dire qu'on est encore voué à vivre sous, non pas les fourches caudines, mais enfin, selon les principes de ce capitalisme, c'est quand même très prédateur et très dévorant. Oui, tout à fait. Oui, pour conclure, moi, je peux pas faire de prédiction parce que je ne suis qu'une observatrice du temps présent. Mais oui, en fait, ça se voit déjà et les grandes écoles aussi, elles tentent. Là, je vois des parcours sustainability dans les écoles, la soutenabilité, la durabilité. Ça y est, on utilise ces mots-là. C'est pour ça que je vous dis que le mot de décroissance, il est difficilement récupérable par le capitalisme. C'est un mot qui est trop chargé, qui est trop connoté. Et effectivement, voilà, donc une jeunesse s'approprie des mots, réinvente un peu, le sens de ces mots-là et refuse en fait de faire partie de la récupération, du capitalisme. Moi, je trouve ça un mouvement intéressant. Et est-ce qu'on ne peut pas espérer que le récit de l'écologie devienne dominant? Peut-être. On peut l'espérer. Vous en pensez quoi? Oui, Vous l'espérez? je l'espère, oui, oui, tout à fait. Je pense que, on est une génération, une société, mais d'ailleurs, je voudrais pas opposer les générations parce que je pense que ça n'a pas de sens, mais on n'en peut plus, en fait, de ce modèle-là. Il nous apporte quoi? Est-ce qu'il nous rend plus heureux? Est-ce que c'est ça qui fait qu'on est bien les uns avec les autres? Je pense pas, donc moi, je l'attends et je l'espère aussi, d'un point de vue personnel, oui. Merci beaucoup, merci. Merci Je à vous. rappelle votre livre, Marine Miller, La Révolte, enquête sur les jeunes élites face aux défis écologiques au seuil. Nous avons eu l'occasion pendant ces 7 heures et demie de discuter de bien d'autres choses et d'avoir appris beaucoup avec vous. Merci. Alors moi, j'avais une question pour vous. Noël Mamère, vous avez commencé votre carrière de journaliste pour ensuite devenir homme politique et Mm. vous redevenez journaliste sur la fin de votre carrière. Le journalisme mène-t-il à tout à condition d'y revenir? Voilà une très bonne question. Bien, le journalisme, c'est mon seul métier. En fait, la politique, c'était une fonction qui était révocable par les électeurs. Donc, j'ai toujours considéré que mon seul métier, c'était le journalisme. Je ne regrette pas du tout d'avoir basculé à un moment donné de ma vie dans l'action politique, d'autant que j'avais fait le choix d'avoir la parole libre et de n'être dépendant d'aucun appareil. Donc, j'ai vécu de grandes gratifications comme maire, et aussi comme député, mais surtout comme activiste d'une certaine manière. Et le jour où j'ai décidé d'être dans la transmission, parce que je pense que la politique est une drogue dure et qu'il faut partir lorsqu'on a encore envie. Donc quand j'ai décidé d'arrêter mes fonctions politiques en 2017, tout naturellement, le journalisme a repris le dessus. Et quand je vous interviewe, j'ai le sentiment de refaire mon métier et c'est pour moi une grande gratification. Donc, en effet, le journalisme peut mener à tout à condition d'y revenir. Et j'ai une Bonne deuxième question. question pour vous, si vous êtes d'accord. Quel regard vous portez, vous, sur cette génération-là? Et qu'est-ce que vous pensez de cette thématique de la fracture générationnelle qu'on essaye un peu d'opposer, justement, entre ces jeunes très écolos et une génération de boomers qui aurait un peu saccagé la planète et qui profiterait du Alors, je système? pense que ça arrange bien les tenants du modèle de dire qu'il y a une fracture générationnelle. On l'a évoqué au cours de notre entretien, c'est d'abord une question de pédagogie. Et je pense que cette génération des boomers, à laquelle j'appartiens, je suis né en 1948, donc je suis en plein dedans, elle ne regarde pas du tout cette jeune génération avec mépris, avec méfiance, bien au contraire. Je pense elle se dit, c'est eux qui vont nous sauver, et ma génération a pris conscience
qu'elle laisse quand même à cette génération un monde qui est sérieusement cabossé. Donc moi, le vieil activiste que je suis, le vieil écolo qui s'est fait traiter de marchand d'apocalypse, de défenseur de la bougie contre le progrès, a contribué à ce que les idées de écolo infusent la société française. Maintenant, on est passé à un autre stade. Et moi, je regarde avec beaucoup d'admiration et beaucoup d'espoir cette jeune génération qui a entre 18 et 35 ans, qui, par rapport à la mienne, a intégré quelque chose qui n'était pas dans notre logiciel politique, c'est la question de l'urgence. Elle a bien compris ce que dit le GIEC. On est entré dans la décennie critique. Et tout ce que vous avez raconté pendant notre entretien, c'est cela aussi, c'est cette prise de conscience de l'urgence et de la nécessité de sortir de ce que Hulot appelait les petits pas. Alors moi, je la regarde, cette génération, avec beaucoup d'espoir. Je dirais, je m'accroche aux branches. Je m'accroche en me disant, il faut qu'elle réussisse et il ne faut pas qu'elle reste minoritaire. Et peut-être que sa chance à cette génération, c'est qu'elle est capable de se mutualiser de manière instantanée sur toute la planète. Quand Greta Thunberg se lève, il y a une autre jeune fille qui, au même moment, se lève en Ouganda, une autre en Asie, une autre en Amérique. Et je pense que c'est cette mutualisation qui permettra de trouver ce que l'on appelle la grande bifurcation, tant il est vrai qu'on ne change les sociétés que par le bas et pas par le haut. Une dernière question, si vous êtes d'accord. Quelle différence vous voyez entre cette génération en rupture et en révolte avec la génération des années 60, celle qui a fait mai 68 ? Il y a beaucoup de ressemblances, en fait. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Alors, c'est pas bienvenu, c'est pas politiquement correct de rappeler 1968. Moi, j'étais déjà écologiste dans la mouvance de Jacques Ellul et de Bernard Charbonneau en Gironde. J'ai plein de copains, ou quelques-uns, qui sont partis dans les communautés, qui n'ont pas toujours très bien fonctionné, mais disons qu'il y avait déjà cette volonté de sortir d'un modèle et d'essayer d'en bâtir un autre. Cette génération-là, aujourd'hui, elle a bénéficié d'une certaine manière de tout cet héritage, c'est-à-dire de cette génération de 68 qui a tenté un modèle différent. Ça n'a pas marché dans beaucoup d'endroits, sauf au Larzac, par exemple, avec justement cette cohésion qui s'est créée avec les paysans locaux. Ça n'a pas été facile dès le départ. Et de cette génération de 68 qui ensuite a complètement changé et qui s'est complètement intégrée et qui est devenue la maîtresse du jeu, si je puis dire, dans un capitalisme qui se voulait bienfaiteur et bienveillant. Et donc, je pense qu'ils ont tiré les leçons de tout ça. Et donc, aujourd'hui, la démarche qu'ils font, elle est beaucoup plus profonde, au fond, que celle de notre génération. En tout cas, ils ont le sentiment du caractère irréversible. Et je pense que ceux-là, ceux qui sont dans les lieux que vous avez décrits, 90% ne reviendront jamais là où ils étaient auparavant. Ils ne se retourneront pas, ils avanceront. C'est ça qui est bien. Donc, ils vont reconstruire le monde. Ah, oui, enfin, toutes les générations ont voulu. Cette utopie, c'est un moteur, c'est notre carburant. Si on ne croit pas qu'on va changer le monde, que faire? Se flinguer? Je pense que c'est pas la solution. Voilà, ou devenir nihiliste, ou rester un spectateur impuissant. On ne peut pas accepter l'impuissance, il faut rester debout. Merci beaucoup. Merci.